En théorie, comme j'ai libéré de l'espace, je devrais avoir l'autorisation d'en utiliser un peu. Mais bon, c'est pas sûr, parce que avec les programmes algorithmiques mis à jour continuellement sur nos téléphones et dans nos cerveaux, on n'est pas sûr de ce qui se passe. Donc voilà. Euh, Réveillée par un rêve ce matin, un rêve de type domination. Donc domination astrale bien sûr, enfin dans le sens péjoratif du terme, parce que astral ça a aussi un sens majoratif. Donc j'ai été réveillée par un truc qui m'a mis en colère, enfin je sais pas trop si je me suis révoltée, je sais pas, enfin je me révolte là maintenant que je suis réveillée, mais dans le rêve je sais pas parce qu'en fait ça m'a réveillée assez vite. J'avais encore cette confirmation que ce serait pas dans cette vie que j'y arriverais. Donc je me réveille et je me dis mais allez vous faire foutre. Bon enfin je m'en fous en fait. Y arriver ou pas y arriver je m'en fous. Mais en tout cas j'aime pas qu'on essaie de m'imposer des croyances qui pourraient déterminer mon comportement. Voilà. Hein, j'ai envie de dire fuck fuck fuck. Voilà. Donc il se trouve aussi que ces derniers temps je suis retournée un peu dans la matière pour essayer d'y installer, d'y intégrer ces informations reçues, donc qui sont quand même de nature un peu plus éthérée. Et donc, il s'agit d'incorporer l'information éthérique, donc l'énergie éthérique à la matière, parce que c'est ça le but. Donc, j'y suis retournée allègrement, en essayant d'être quand même prudente, d'observer, etc., etc. Mais malgré tout, je me suis laissée happer et tentée par la réflexion du désir de valorisation. Voilà. Donc, parce que dans la réflexion, il n'y a pas que non plus du négatif. On verra ça un petit peu plus loin. Donc, j'avais fait dans cette réintroduction dans la matière, dans les relations, etc., dans la réflexion, quoi. D'autres rêves hein, qui avaient jalonné un peu. Un rêve très intéressant et j'aimerais bien vous le partager parce qu'il est très très particulier, parce qu'il est assez morbide. Voilà. Il est assez morbide et il est assez significatif de ce qu'on peut vivre dans la relation, qu'elle soit amoureuse, amitié, enfin, amitié moins, mais bon, ça peut aussi arriver dans la relation filiale, beaucoup dans la relation filiale, ce type de relation-là, vampirique. Donc. Et donc c'était ça. J'arrivais dans une caverne, un peu comme chez Platon, quoi, et je rencontrais toujours des gens par binôme. Et j'étais censée m'installer dans cette caverne. C'est-à-dire que j'étais arrivée là-dedans et l'incarnation donc, hein, voilà. J'étais arrivée là-dedans et j'étais censée m'y installer et trouver mon binôme quoi. Et je voyais les gens qui étaient par binôme et je les voyais, ils étaient dans des espèces d'hypnose à la fois relationnelle mais à la fois avec le lieu, matrice, tout ça. Voilà. Et, je voyais qu'ils étaient en fait en desquamation. Alors à l'entrée de la caverne, c'était une desquamation pas trop avancée, voilà. Et plus j'avançais, plus les binômes étaient en desquamation avancée, c'est-à-dire qu'ils étaient en espèce de... Ils perdaient leur peau, ça commençait à se plisser, enfin bon, le vieillissement, quoi, en fait, en quelque sorte. Et donc, plus j'avançais, je suis arrivée, en fait, à... Alors, c'était d'abord fermé, et puis ensuite, je suis arrivée à une esplanade qui, elle, donnait sur une antre, la crypte. Et donc, l'esplanade, c'était la fin de cet espace, en fait. Et c'était la lumière qu'en fait, il y avait de la lumière sur cette esplanade. Et malgré tout, on arrivait en fin de parcours et les binômes étaient vraiment tout décharnés, presque marron, presque brûlés quoi en fait. Et c'est très morbide, hein, je vous l'ai dit. Hein. Donc il fallait arrêter avant, hein. Faut pas se plaindre. Donc c'était donc tout tellement desquamé que c'était marron brûlé quoi. Et tout ratatiné, il n'y avait même plus de rides parce que c'était tout recroquevillé. Et à la fin, quand on rentrait, enfin quand on n'était pas encore rentré, mais quand on était juste à l'entrée de cette caverne encore plus sombre, quoi, où tu sentais une présence un peu, voilà, genre araignée dans le Seigneur des Anneaux, quoi. L'araignée géante là qui va bouffer Frodon. Et ben il y avait un corps qui était tout enroulé effectivement dans cette espèce de toile de l'araignée.
Et c'est là que je me suis dit, mais c'est l'antre d'une araignée en fait. Et l'araignée, on parle de l'araignée aussi, de la toile sur Internet, hein. Donc tous les réseaux informationnels sont en forme de toile. Et qu'est-ce que c'est que ce système, quoi, puisque c'est un système quand même vampirique, quoi. Et donc, ce dernier corps que j'ai vu était vraiment tout marron, c'était presque un morceau de bois, quoi, en fait, hein, comme un tronc d'arbre, en fait. Mais on reconnaissait quand même qu'il y avait eu un corps, quoi, autrefois. Et il était tout enroulé donc, dans cette matière qu'utilisent les araignées pour enrouler leur proie. Et là, je me suis dit, mais attends, mais là, le machin, il va se faire bouffer par une bestiole derrière, quoi. Donc, bon, le rêve s'est arrêté là. Si je pense que je me suis réveillée, c'était la semaine dernière, je me suis réveillée un petit peu déstabilisée, quoi. Donc, on voit bien que je suis pas très très équilibrée au niveau du taux vibratoire, n'est-ce pas? Mais bon, c'est pas grave. Je suis dans l'observation, dans l'étude, donc je me fixe pas d'objectifs inatteignables, idéalistes et compagnie. J'essaie juste de regarder ce qui se passe, voilà. Et c'est ça le vitriol, c'est-à-dire on rentre dans le centre dans la Terre, on regarde ce qui se passe. C'est l'observation qui rectifie. Donc pas la peine de se dire il faut que je sois tip-top, parfaite et compagnie, ça sert à rien. Voilà. Le désir de réalisation, c'est le plus grand obstacle à la réalisation, comme dit Sri Aurobindo. Donc ça sert à rien de vouloir être un vizir à la place du vizir, comme is no good. Donc voilà. Et deuxième rêve ensuite, que j'ai fait cette semaine aussi, enfin la semaine passée, parce que oui, on est quand? Non, cette semaine. Donc la semaine passée, c'est sur 2 semaines, là, j'ai eu un espèce de no man's land de 2 semaines, là. Et donc le deuxième rêve, c'était, je tombe enceinte. Bon, je ne vais pas vous raconter, j'ai fait tas d'échecs dans ce domaine. Et donc, c'est un peu Rachel qui pleure ses enfants, donc voilà. Un truc, je sais pas pourquoi, parce qu'il n'a jamais été dit que Rachel, la femme de Jacob, avait perdu des enfants, et pourtant, il y a un truc prophétiquement qui dit que Rachel pleurera ses enfants, et que ça sera quelque chose d'assez global. Bon, après, voilà, peut-être que c'est un archétype, je pense, que c'est un archétype, mais c'est intéressant. Donc oui, voilà, j'ai pleuré beaucoup d'enfants, et donc, enfin beaucoup, hein, parce qu'à partir de 2, ça commence à être beaucoup, je pense, pour une femme. Même un, c'est déjà trop, quoi, voilà. Donc, ben voilà, je tombe enceinte tout d'un coup, et en quelques minutes, la gestation se passe, au lieu que ça passe 9 mois, c'est très rapide. Bon, c'est intéressant, hein, voilà, très rapide. Et pouf, l'accouchement, il a presque lieu avant qu'il y ait le travail qui se fasse. Parce que donc, il n'y a pas de travail, et l'enfant sort, presque, je suis debout en train de marcher, et l'enfant est par terre, quoi. Et je me dis, mince, il s'est peut-être fait mal, le petit, là, machin. Bon, voilà, non, il s'est pas fait mal, tout va bien, voilà. C'est bien qui finit bien. Et en fait, tout commence. Et donc, je prends cet enfant par terre, je regarde si la nuque n'est pas trop abîmée, tout ça. Non, non, ça va bien, il se porte bien. Et, et puis, je découvre que c'est une fille, voilà. Et je regarde ses yeux, et elle me regarde, et elle se met à me parler en télépathie. Et en espace d'un flux d'informations, je sais qu'elle sait tout. Voilà. C'est-à-dire que là, on a une conscience déjà morantialisée qui est sur Terre. Et là, je me dis, waouh, ah oui, d'accord, quand même, un bébé, quoi. Mais c'était le regard d'un adulte, mais accompli, complet, quoi. Voilà. C'était assez impressionnant à vivre, même en rêve. Bon, évidemment, aujourd'hui, quand on accouche, je pense pas qu'on puisse ressentir ce genre de choses. Donc, en rêve, c'est pratique, parce qu'en rêve, tout est possible. Voilà. Et puis, bon, le troisième rêve, c'était ça, là. Ce ne sera pas dans cette vie que tu arriveras à quelque chose. Et bien voilà. Donc, ces trois rêves sont quand même assez archétypiques pour moi. Donc, ouais, sont le reflet de la programmation, le reflet du but. Et j'arrive à l'anniversaire de la rencontre avec Sainte Faustine. Donc, c'est bientôt, c'est mardi, mercredi. Voilà. Et le but, en fait, Sainte Faustine m'a expliqué dans un rêve, c'est souvent dans les rêves aussi qu'il se passe des choses. Elle courait dans le jardin des Oliviers, donc, et elle était pressée, pressée, pressée. Elle me dit, je vais jamais y arriver, j'aurai pas le temps, j'aurai pas le temps. Un peu comme quand on sait que dans l'incarnation, on va pas y arriver. Mais pourtant, elle n'est pas dans l'incarnation, elle est déjà dans l'astral. Donc, pourquoi dans l'astral, elle va pas y arriver? Donc, du coup, je me retrouve téléportée aussi dans le jardin des Oliviers, face à elle. Et elle me dit, bon, il faut laïciser la religion. Parce que la religion, là, c'est pas la bonne forme, c'est pas la bonne formule. Il faut qu'elle soit laïque, la religion, en fait.
Et puis ensuite, elle me rajoute, et puis tu sais, le péché, c'est pas manquer le but, c'est ne pas voir le but. Et je me suis réveillée après, voilà, avec cette... ouf. Et voilà, en fait, c'est-à-dire qu'on a un processus qui est, en gros, le processus d'individuation, c'est le processus du soi, et le processus d'individuation n'exclut pas la période de formation de l'ego. Voilà. C'est-à-dire qu'en individuation, on a tendance à dire que l'individuation se passe à partir du moment où l'ego va arrêter d'être con. Non. L'individuation, elle commence déjà quand l'ego n'a aucune connaissance et quand il commence à bien rentrer dans sa connerie. Voilà. Donc dans son fameux dysfonctionnement, ce qu'on appelle le faux ego. Mais en fait, c'est un ego provisoire et après, on va passer sur un ego 2.0, comme dit Claudette Vidal ou plein de gens aussi maintenant qui parlent d'un ego 2.0 ou d'un esprit 2.0. Oui, c'est ça, voilà, c'est-à-dire que l'individuation, c'est vraiment tout. Tout comme le soi, il n'est pas partagé dans le principe de l'intimatière, et il va aussi dans sa manifestation. Le soi, il est tout ça, il englobe tout. L'individuation, ça englobe tout aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que le moment où on a involué vers l'ego qui se croit être une identité particulière par rapport à l'historique d'un personnage, ça aussi, ça fait partie de l'individuation, parce que ça, on en a besoin. C'est-à-dire que l'antimatière, elle a besoin d'une personnification, parce qu'elle est prépersonnelle, elle n'a pas de personnification. Donc, pour s'incarner de manière équilibrée, elle a besoin de cette personnification. Non seulement parce que c'est plus sympa de jouer à plusieurs, même quand on est seul, comme le soi est seul, et dans ses manifestations, il se diffracte, donc c'est plus sympa pour lui d'être à plusieurs. Donc il veut cette personnification, qui peut paraître une illusion inutile, mais en fait qui ne l'est pas, parce que c'est le jeu du soi. Donc le soi étant seul, il se fragmente et il veut être plusieurs, voilà, pour pouvoir jouer ensemble, même si c'est toujours le soi. Bon, voilà, c'est ça. Donc la personnification, ça fait partie de l'individuation et c'est important. Alors c'est important pour ce jeu, parce que c'est effectivement très amusant de pouvoir jouer ensemble, même quand on est tout seul, enfin surtout quand on est tout seul, surtout hein, dans ce cas-là, parce que là vraiment, il n'y a pas à sursoir, le soi est tout seul. Hein. Donc voilà. Mais il y a aussi un intérêt physiologique. C'est-à-dire que je vous inviterai à aller voir la publication d'Antoine Bratti que j'ai publiée, partagée sur mon mur Facebook, Rachel Baz. Donc c'est très court et c'est de la bombe atomique. Quoi. Voilà, c'est l'explication pourquoi en fait on a besoin de cette personnification. C'est vraiment physiologique. Il y a une limitation, une capacité limitée physiologiquement parlant à pouvoir encaisser l'énergie de l'antimatière de manière équilibrée d'un seul coup. C'est-à-dire que pour que ce soit équilibré, les deux trucs là, ça ne peut pas se faire d'un seul coup. C'est-à-dire que c'est d'abord 2 tiers, 1 tiers. Donc dans la matière, on est au tiers, et dans l'astral, on est aux 2 tiers. Voilà. Et puis le soi, c'est le tout. C'est-à-dire que tout ce qui englobe ça, c'est l'antimatière. Et bien entendu, E est supérieur à E égale, est supérieur ou égal à E égale MC2. Bon, c'est-à-dire que l'antimatière qui est E est supérieure ou égale à la matière E qui est déjà une manifestation et qui, elle, va par une certaine vitesse produire une masse, c'est-à-dire par une certaine vitesse de la masse qui est déjà là, produire une matière telle que l'on la connaît, qui est, elle, au tiers de ces 2 tiers qui sont de l'ordre de la vitesse de la masse de l'espace-temps. Donc voilà, je passe très vite. Bon, vous pourrez essayer de ralentir si vous voulez pour essayer de mieux comprendre les trucs, mais c'est pas tellement ça l'objet, même si c'est important, ça peut être sympa de comprendre ça. Parce qu'en fait, quand on arrive à comprendre, à voir le but, eh ben on ne peut pas le rater. C'est ça le truc de Sainte Faustine. C'est-à-dire que si vous ne voyez pas le but, si vous ne comprenez pas ce qui se passe dans le processus, vous allez passer à côté de sa réalisation. Voilà. Bon, peut-être vous aurez la grâce, parce qu'il y a des gens qui ont la grâce, mais on n'est pas tous à avoir la grâce. Et disons qu'il y a certaines personnes qui ont la grâce pour qu'on sache que le truc est possible. Ils sont juste volontaires pour montrer, et vous savez, il y a un truc qui peut se passer, donc il faut se mettre au boulot, quoi, voilà. La grâce, ça sert à ça. Ça sert pas à récompenser quelqu'un parce qu'il est valeureux, non, non, ça n'a rien à voir. Il n'y a jamais d'histoire de punition, de récompense, culpabilité, tout ça, c'est poubelle, quoi, voilà, ça n'existe pas. Alors, la culpabilité dans son sens péjoratif, maintenant dans son sens majoratif, la culpabilité, c'est être capable d'être deux, c'est être coupé, donc la coupe, et aussi être un coupe, c'est-à-dire un Graal, et l'habilité, c'est-à-dire la capacité. Donc la culpabilité, c'est la capacité d'être deux dans son sens majoratif,
mais dans un sens péjoratif, on le connaît bien, les religions nous ont bien instruits dans le sens péjoratif. Donc ça, il faut en sortir, et c'est pour ça que Sainte Faustine disait, il faut laïciser la religion, c'est-à-dire qu'il faut la rendre scientifique en fait, la rendre pragmatique, la rendre réaliste, et en sortir tout son mysticisme, et justement toute sa culpabilité. Voilà. Et donc, comprendre, c'est important. Donc c'est pour ça que je parlais des trucs, des 2 tiers, 1 tiers, le soi entier, enfin bon, mélanger l'atomique et la psychologie, c'est super important, parce qu'en fait, c'est une seule et même chose. Voilà. C'est une seule et même chose. C'est-à-dire que l'atomique, on va dire qu'elle est du côté de l'astral, parce que c'est le subatome, et le noyau de l'atome. Et puis, ce qui est la manifestation de la psychologie, ça va être, de l'autre côté de l'atome, ça va être la matière. Bon. Et les deux vont ensemble. Et les deux forment le soi, dont parle si bien notre ami Jung. Voilà. Et il parle si bien aussi de l'individuation, de la translation, c'est-à-dire du fait de ne pas pouvoir être dans l'équilibre encore entre l'antimatière et la matière, donc entre l'atomique et le psychologique. Donc c'est le but de se rendre compte des processus, le but c'est de pouvoir en fait, en sachant comment fonctionne le processus, ne plus le bloquer et ne plus dans une souffrance psychologique qui est du style ah bah, je suis Calimero, je sais pas ce qui se passe, pourquoi je mérite tout ça, tous ces programmes de merde, je veux être maître de ma programmation. Non, 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 on n'est pas maître de la programmation. On peut juste faire avec le processus, se rendre compte de ce qui se passe et ne plus être dans le système victime. Donc dans le système Calimero chaud. Donc pour ça, on va rentrer dans la compréhension de ce que je vous ai expliqué dans d'autres vidéos, qui est l'amour planétaire, donc le spin subjectif, donc le spin centripète, qui est le spin vampirique, etc. Et qui est, comme j'ai pas mes lunettes, le système négantropique, c'est-à-dire que comme c'est centripète, ça tourne vers l'extérieur et donc ça a tendance à perdre de l'énergie. Et comme ça a tendance à perdre de l'énergie, ça va en chercher à l'extérieur et ça en ramène. C'est le phénomène de l'extraverti et du faux introverti. Ensuite, on a un autre amour qui est un amour cosmique, et celui-ci, c'est un amour centrifuge, c'est-à-dire que lui, il tourne vers l'intérieur, et en allant vers l'intérieur, il peut rejeter de l'énergie vers l'extérieur. C'est un peu le système des photovoltaïques, c'est-à-dire que ça capte l'énergie au centre, c'est-à-dire au soleil. Nous, on voit ça en extérieur avec le photovoltaïque. Mais nous, en amour cosmique, en fait, on prend l'amour, on le reprend dans l'antimatière. C'est-à-dire l'énergie. L'amour et l'énergie, c'est pareil, hein, c'est la même chose. Enfin, l'amour, non, parce que l'amour, c'est pas vraiment l'énergie, grand E, antimatière. L'amour, c'est le mouvement, c'est le spin. Alors, qu'il soit centripète ou qu'il soit centrifuge, c'est le mouvement, en fait, pour l'énergie, pour la garder, ou alors pour la prendre, ou alors pour la donner. Enfin bon, dans tous les cas, c'est un mouvement qui va avoir pour but une gestion de l'énergie. L'amour, c'est ça, c'est une gestion de l'énergie. Donc, nous, on est dans ce système-là planétaire qui est l'amour psychologique et qui est un amour qui est basé sur je vais chercher de l'énergie à l'extérieur parce que moi, je ne me suffis pas. Et donc, par cette construction du personnage, du faux ego, on va perdre, on va ne pas avoir cette identité et on va la perdre dans la relation. C'est-à-dire qu'on va perdre toute notion de centricité, de vide et de non-besoin de réflexion. Quand je parle de besoin, ça va être après de l'ordre du désir quand on rentre dans une psychologie plus évoluée au fil du temps. Voilà. Les choses qui étaient venues aussi suite à ce rêve, c'était que la subjectivité centripète de l'amour planétaire, c'est basé sur donc d'abord le besoin de réflexion, parce qu'au départ, étant donné qu'on est un disque vide, on a un réel besoin de réflexion, donc on a un réel besoin de construire cette personnalité, pour les diverses raisons aussi évoquées plus tôt. Mais en psychologie, du coup, pour le jeu de la relation, on en a besoin. Donc c'est un besoin de... J'y arrive pas à voir, j'ai pas mes lunettes. Puis en plus j'écris tellement mal. C'est hiéroglyphe. 10... Je vois rien du tout. Mais c'est quoi cette écriture de troll? Alors, rêver là. Bon, c'est peut-être dit qu'il faut pas que je vois ça. Bon. Ah mais non, c'est le rêve, c'est pour ça. Donc besoin de réflexion, voilà, c'est ça. Et après, quand on a vraiment rempli la coupe, si on n'arrive pas à comprendre tout ce processus, on va rentrer dans le désir de réflexion. C'est-à-dire que le besoin, il a été comblé, voilà, la coupe est pleine, données réflexives sont récoltées, on a un certain cheptel d'informations à traiter et à utiliser, on a du matériel, comme on dit.
mais on va rester coincé dans ce besoin, ce qui pue du besoin qui va devenir du désir. Et donc là, on va rentrer vraiment dans du vampirisme pur, c'est-à-dire dans des relations dysfonctionnelles. Et si on peut prendre conscience de ces processus, par contre, on va pouvoir commencer à translater vers un type de relation qui va être alors assez difficile puisque c'est de la force centrifuge et qu'on va chercher l'énergie dans l'antimatière, c'est-à-dire que dans le vide, quoi. Et allant chercher cette énergie colossale, quand on y va, quand on en revient, on est... enfin, c'est des doses d'énergie qui demandent beaucoup de repos, d'hibernation quantique, donc d'intégration, de phase d'intégration. Et ça demande aussi de stopper un peu les relations réflexives extérieures. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'un temps d'assimilation, voilà, de cette énergie. Et donc, l'information est de l'énergie, mais l'énergie, c'est aussi de l'identité. Voilà. C'est-à-dire que que ce soit dans les relations vampiriques, on va chercher de l'identité, c'est-à-dire on va chercher une valorisation du moi, mais aussi dans l'introversion, l'intraversion, c'est-à-dire l'intraveineuse à l'énergie du vide de l'antimatière, on rentre aussi dans une nourriture, quoi. Donc, il faut la digérer, il faut l'assimiler, et ça a quelque chose d'assez compliqué. Le corps, il ne peut pas forcément tout gérer, parce que toutes ces raisons si bien évoquées par Antoine Bratti, c'est physiologique, c'est biologique, c'est vraiment de l'ordre du cellulaire. Enfin, il y a des étapes, on ne peut pas brûler, quoi. Voilà. Et puis, dans Mental concret objectif, Bernard de Montréal l'explique très bien aussi, à un niveau un peu plus philosophique. On n'est pas en capacité de tout prendre d'un coup. Donc, il faut vraiment accepter cette mécanique de translation qui permet d'aller dans l'antimatière, de prendre de l'énergie information identité, et donc de revenir à son identité de soi à ce moment-là, parce que là, ici, on n'est plus dans la réflexion de la valorisation du moi, on n'est plus dans le moi, dans l'ego, dans le surmoi et tout ça, dans l'idéal de soi, qui est l'idéal pour nous, les supramentaux, l'idéal de l'homme nouveau. Donc l'homme nouveau, c'est du surmoi, hein. Il faut quand même se mettre dans une psychologie qui est quand même assez basique, hein. Donc l'idéal de soi, l'homme nouveau, c'est du surmoi. Voilà. Donc c'est à la limite tomber aussi dans l'illusion de je suis Dieu et tout ça, mais dans le type égo. C'est-à-dire que quand vous êtes dans l'antimatière et dans l'identité du soi primordial, vous n'êtes pas dans le surmoi ni dans l'idéal de l'homme nouveau. Vous êtes dans le réel en fait. Et là, vous y prenez de l'énergie, vous y prenez de l'information. Enfin, d'abord, vous y prenez de l'information. Et donc, cette information s'assimile en énergie, se transforme en énergie, et ensuite se transforme en identité. Et c'est cette identité qu'on vient ramener dans la matière et qui va amoindrir notre besoin de réflexion extérieure et ensuite notre désir de réflexion extérieure. Mais ça ne se passe pas toujours idéalement. Voilà. Ça ne se passe pas toujours idéalement, c'est ce que j'ai pu vivre en 15 jours. Mais en même temps, même si c'était de l'ordre de ce qu'on peut interpréter comme de l'erreur, non, il n'y a jamais d'erreur en fait. Donc j'y ai appris énormément, énormément, énormément. Donc merci pour ce programme de merde qu'on m'a encore envoyé, mais qui est en fait un programme génial. Même si c'est beaucoup de souffrance de part et d'autre, parce que la relation, ça se joue à deux, donc je ne suis pas toute seule à souffrir dans l'histoire. Donc désolée pour ça, mais bon, on est deux à avoir ce programme, donc c'est ça. Bon, la relation, la séparation, c'est aussi une relation. Donc ça demande aussi des ajustements, ça demande des compréhensions. Après, il y a des séparations qui se passent, on se pose plus de questions, et puis on retourne dans des relations planétaires ensuite, et puis on efface tout, on recommence la même chose en fait. Voilà. Moi, j'ai la chance de vivre une séparation où tous les deux sont plus ou moins conscients des mécanismes. Donc, c'est intéressant parce que dans la séparation, on se fait du ping-pong et on se renvoie les impressions que ça donne et ce qu'on vit, les illusions qu'on vit dans le manque, etc. Enfin, c'est très intéressant, c'est très très riche. Donc j'ai beaucoup de reconnaissance pour cette relation qui est vraiment une relation intelligente, quoi. Voilà. Donc voilà, c'était surtout pour vraiment faire ressortir que l'énergie, c'est de l'identité en fait. Voilà. Et que tout ce qu'on va chercher dans l'hibernation quantique, donc ce qu'on appelle la centricité, c'est du type informationnel et que toute information est une énergie. Alors l'information, c'est un résultat d'énergie, c'est un mouvement d'énergie,
donc c'est de l'esprit, voilà, parce que l'esprit c'est le mouvement de l'énergie. Forcément l'esprit et l'information on le met plus en relation, mais bon, on met plus difficilement en relation l'énergie et l'esprit, parce qu'on pense que l'esprit c'est comme un personnage, alors qu'en fait non, l'esprit c'est juste un mouvement de A vers B de l'énergie, et qui crée dans l'espace-temps une impression. Donc une impression et aussi des programmes du coup. Donc on va personnifier on va personnifier la mise en place de ces programmes. C'est-à-dire qu'on va croire qu'il y a un personnage derrière la mise en place des programmes. Alors que non, pas du tout, c'est très impersonnel. Il n'y a pas du tout de volonté, de bienveillance, de ci, de là. Non, par contre, à la place de la bienveillance, on va comprendre qu'il y a une volonté de l'antimatière. Parce que l'antimatière a généré tout ça dans sa diffraction. Donc c'est l'antimatière qui est le commanditaire en fait hein, de ce forfait. Voilà. Donc je vais aller faire ma grasse matinée, tiens, parce que là 6 heures du matin, c'est un peu de bonheur pour un samedi matin, je vous le cache pas. Donc allez, bye bye, bon week-end à tous.